Bonjour à tous, merci d'être présents, nombreux pour cet après-midi. On va passer maintenant à notre troisième table ronde de la journée qui s'appelle Mobilité du futur, quel transport connecté au service du citoyen. On va avoir beaucoup de choses à se raconter cet après-midi puisque les systèmes de transport, vous le savez, les transports intelligents se développent de plus en plus, ils améliorent le confort de tous, ils favorisent la régulation des trafics, des transports collectifs. La mobilité maintenant est plus sûre, plus connectée, mais les défis aujourd'hui restent très nombreux. Pour en parler, nous avons invité 6 spécialistes qui vont nous éclairer tout au long de cette prochaine heure. Je vais les inviter à me rejoindre au fur et à mesure que je vais dire leur nom. Déjà, il y a Mathieu Beauval. Mathieu Beauval, vous êtes adjoint au numérique en charge de l'innovation au sein de Radio France. À nos côtés également, on a Andreas Geis qui est chef de l'unité fréquence DG Connect à la Commission européenne. On va également dialoguer avec Sébastien Kaiser, le directeur connectivité et réseau de la SNCF. Autour de cette table ronde, nous avons également invité Rabi Wadi qui travaille chez Ericsson. Vous dirigez l'équipe du développement des ventes sur le marché des transports et de l'automobile pour la connectivité haut débit, le cloud et l'Internet des objets. Enfin, on va entendre l'expertise de Christian Santibanez, responsable de l'incubateur MoveLab, qui est présent ici à Station F. Vous êtes spécialiste en innovation urbaine, spécialiste dans la mobilité urbaine. Enfin, on a voulu inviter également Alain Servel, ingénieur en recherche et innovation chez PSA Peugeot Citroën dans le domaine des systèmes avancés de conduite assistée, de transport intelligent. Et tous les 6, vous avez beaucoup de choses à nous apporter. Les vôtres également. Merci d'avoir accepté de participer à notre après-midi de débat. Alors, on entend de plus en plus souvent parler de transport intelligent, les ITS. Alors, pour qu'on commence ce débat sur de bonnes bases, j'aimerais que chacun d'entre vous, vous nous donniez votre version du véhicule connecté. Ça englobe quoi comme besoin et surtout comme service ? Mathieu, on va faire un petit tour de table comme ça dans ce sens-là. Bonjour et merci encore pour votre invitation. Pour nous, le service connecté, le véhicule connecté de demain, c'est un service qui va permettre de pouvoir renouveler l'expérience que nous allons pouvoir donner à des personnes qui se trouvent dans un véhicule, une voiture, un véhicule partagé, peut-être demain un train, un avion. Tout ce qui va nous permettre de renouveler l'expérience d'un contact avec le média. À Radio France, on est un radiodiffuseur public. Nous, notre objectif, c'est d'arriver à continuer à parler avec pertinence, habileté à tous les gens qui aiment écouter la radio, qui ont besoin de la découvrir, à toutes les jeunes générations qui sont plus forcément en contact aujourd'hui avec un poste de radio FM traditionnel et sur lequel la mobilité de demain, avec la connectivité qu'elle incorpore, sera pour nous un enjeu majeur du développement de notre média. Yes, good afternoon everyone. Bonjour mesdames et messieurs, excusez-moi, je vais parler en anglais aujourd'hui. Donc, le véhicule connecté, je pense que l'élément principal est le suivant. Avec l'avancement du temps et avec l'idée d'avoir des voitures automatiques et connectées, la connectivité prend une autre définition. C'est plus que pouvoir assurer une communication téléphonique. Ça veut dire que votre voiture est vraiment connectée et votre véhicule dépend de cette connexion pour une conduite sûre. Nous avons également les véhicules sans chauffeur, alors que votre voiture est en train de se conduire, vous avez également besoin de connectivité en tant que passager pour les films ou les jeux que vous allez jouer ou les films que vous allez visionner. Bonjour à tous. Alors, par transport connecté, on n'entend pas forcément transport autonome, c'est une étape intermédiaire. Alors on peut se projeter dans le futur d'un transport totalement autonome, mais avant ça, le transport connecté, c'est déjà d'avoir une relation bout en bout, multimodale, avec le passager et de lui offrir une expérience de différents modes qui permettent à ce passager d'avoir une expérience numérique sans couture et nous, peut-être d'avoir une meilleure efficience dans les services qu'on va lui fournir. Complètement d'accord. La connectivité,
c'est là pour permettre de meilleures mobilités. Bon, les mobilités, c'est crucial, c'est de plus en plus important dans la vie quotidienne, et les mobilités sans connectivité ne peuvent pas s'améliorer. C'est un peu ça l'objectif de la discussion aujourd'hui. Bonjour à tout le monde. Je rejoins d'abord tout ce que mes camarades ici présents ont pu présenter. Le véhicule connecté, pour moi, c'est un peu le nouveau monde, en fait, dans la mobilité. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 150 ans, on a évidemment l'industrie automobile qui a changé la manière dont le rapport que l'on avait avec les rues. Et paradoxalement, la plus grande révolution dans le secteur, c'est en 2009, et c'est l'arrivée de Google Maps, une entreprise dans la technologie. Et c'est là la première fois qu'on pose la question de mobilité connectée. Le véhicule connecté, en ce sens, je pense, c'est un peu le moyen par lequel le paradigme est en train de changer aujourd'hui. Et tous les services qui iront avec, justement, devraient nous permettre de mieux nous déplacer. Bon, bah, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qui vient de dire. Je vais dire qu'en fait, nous, on voit le véhicule connecté essentiellement sur deux aspects. Un aspect purement technique qui va consister finalement à suivre le véhicule dans sa vie, le long de sa vie, pour pouvoir éventuellement faire des releases périodiquement. Parce qu'en fait, dans un véhicule connecté, ou non connecté d'ailleurs, on a une soixantaine de calculateurs qu'il faut donc remettre à jour périodiquement. Et si on veut éviter de surcharger les succursales et autres, il faudra imaginer dans l'avenir de pouvoir mettre à jour des logiciels qui intéresseront aussi bien la partie sous capot, donc toute la motorisation, que la partie qui est au service des usagers, enfin des occupants du véhicule, pardon, et qui, elle, aura des chances d'être mise à jour beaucoup plus fréquemment. Et puis autrement, il y a des fonctions qui s'adressent plus aux occupants de la voiture, donc c'est tout ce qui est infotainment, l'arrivée de l'Internet dans la voiture, des fonctions de mobilité aussi, puisqu'il va falloir passer d'un mode de transport à un autre. Et puis en intermédiaire, des fonctions qui s'adressent aux véhicules autonomes. Puisque le véhicule autonome, lui, il ne sera pas forcément si autonome que ça, si on pense au niveau d'automatisation du genre 3 et 4, où là, surtout pour le niveau 4, c'est quoi ces niveaux 3 et 4? Alors le niveau 3, c'est une délégation de conduite qui permet au conducteur de ne plus avoir les yeux sur la route. C'est-à-dire que... De lire par exemple au volant tranquillement. Il peut on peut imaginer ce cas de figure, puisqu'on est un peu futuriste aussi aujourd'hui. En supposant que la réglementation le permette, ce qui n'est pas le cas encore, que bien le conducteur pourra commencer à faire autre chose que de tourner son volant, de regarder la route. Parce qu'on aura un système de supervision qui sera là pour surveiller la route, surveiller le trafic. Donc ça, c'est le niveau 3. Il y a le niveau 4 également, ce qui est... Alors le niveau 4, on va un peu plus loin, c'est-à-dire au lieu d'imaginer le système sur quelques tronçons de route ou quelques minutes de conduite, on va dire, là, on entre sur autoroute, on active le système de niveau 4, et là, le conducteur peut commencer à faire vraiment autre chose, parce que dans le même temps, les sièges changent de position, on se met en position permettant de voir un film ou des choses comme ça. Voilà. Donc évidemment, là, on va encore plus loin, et là, obligatoirement, on aura de la connectivité, puisqu'il faudra que l'horizon électronique du véhicule soit connu à plusieurs dizaines de secondes à l'avance, de manière sûre, pour éventuellement prévenir les occupants, dont le conducteur, qu'il faudra reprendre la conduite à un certain moment, ou alors, en cas de détection de défaillance d'un des systèmes de perception, avoir l'assurance que le véhicule pourra se mettre en sécurité quelque part sur la route. Alors, il y a des tests qui ont été faits en Australie il y a quelques mois, quelques années justement, avec il y a eu des kangourous sur les routes, et les véhicules justement n'arrivaient pas à les anticiper, ils n'arrivaient pas à savoir que c'était des animaux et que les animaux justement pouvaient bouger, changer de trajectoire. Comment on fait dans ces cas-là quand on passe dans des zones boisées, à la campagne par exemple? Est-ce qu'il y a un système qui est réfléchi, qui est anticipé? Alors déjà, on y va étape par étape.
Les premiers steps de la conduite de niveau 3, 4 seront obligatoirement sur autoroute. Donc déjà sur des lieux fermés, où normalement on ne doit pas voir de piétons, ou de manière exceptionnelle, et encore moins d'animaux. Voilà. Donc ça commencera comme ça. Hein. Effectivement, le problème des routes de campagne et encore plus de la ville, c'est quelque chose qui, à mon avis, semble très, très lointain. En termes d'automatisation, dans une rue, par exemple, bon, il ne faut pas imaginer ça avant 2030, je pense. Alors, parmi les systèmes d'information qu'il y a dans les voitures, il y a la radio. La radio, on l'écoute tous quand on prend le volant. Comment Radio France s'immisce justement dans ce débat et dans cet avenir de la voiture connectée, la voiture autonome ? C'est un peu directement lié au sujet qui vous a amené à venir toutes et tous ici aujourd'hui. C'est d'arriver à se projeter dans un univers où tous les degrés de connectivité que vous venez toutes et tous d'évoquer vont pour nous être un challenge majeur. Lors du dernier mondial de l'automobile, Médiamétrie a révélé sa nouvelle étude qui permet d'affirmer qu'aujourd'hui, la voiture est le premier lieu d'écoute de la radio en France. Depuis quelques années, ça s'est inversé au début des années 2010, 2012. Ça devance le domicile, ça devance bien évidemment le travail. Pour nous, c'est un enjeu fondamental, majeur. C'est certes le premier lieu d'écoute de la radio en France, mais c'est également un lieu où l'écoute de la radio est en très légère érosion. Donc ça veut dire que déjà, les nouveaux arrivants qui sont des pure players comme Spotify, comme TuneIn, comme des gens qui ont réussi à s'intégrer d'ores et déjà dans des offres de connectivité à bord des véhicules qui peuvent être en série avec Apple CarPlay, avec Google Android Auto et d'autres systèmes, d'autres OS qui vont au fur et à mesure venir sur le marché comme Amazon Alexa et d'autres joueurs du secteur. Vont tout doucement, mais sûrement commencer à challenger ce que peut offrir la radio aujourd'hui au quotidien aux utilisatrices et aux utilisateurs de véhicules connectés. Donc l'enjeu pour nous, c'est d'arriver à être déjà performant à très court terme en proposant une expérience extrêmement solide et ressemblant à ce que la radio offre aujourd'hui avec la solidité de sa diffusion broadcast dans des univers connectés avec ce type d'OS embarqué dans des véhicules contemporains. Et demain, se projeter dans un monde où justement FM, DAB, 3G, 4G, 5G vont permettre d'accéder à des tonnes et des tonnes de services connectés qui seront parfois plus attractifs que la radio. Alors justement, puisqu'on parle de 5G, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, cette 5G ? La promesse pour nous, évidemment, c'est d'arriver à résoudre quelque chose qui est important pour la radio, qui est l'absence de zone blanche. Plus le spectre de diffusion de réception numérique sera développé, plus ça va nous permettre de donner accès à nos auditeurs à des programmes de radio via la 3G, la 4G et demain la 5G avec encore plus de solidité et de capacité à ne plus être en mesure à un moment de recevoir la radio, à la fin des zones blanches pour nous, qui est capitale. Et donc là-dessus, je vous encourage par exemple vraiment vivement à aller dans l'espace démo pour aller regarder ce que prépare TDF avec le projet Radio Bridge qui a retenu toute notre attention et avec lequel nous avons plaisir à travailler, où justement les expériences sans couture que vous évoquez également précédemment sont pour nous une vraie promesse d'avenir. C'est un système qui permet de passer d'une norme de diffusion broadcast analogique à une norme de diffusion 3G, 4G et demain 5G avec une véritable continuité d'écoute sans à un moment perdre le signal et avec une préservation de la capacité à écouter de manière linéaire le programme que vous avez. Pour nous, c'est une vraie promesse d'avenir et si la 5G se développe comme on annonce qu'elle va se développer, comme ce que M. Soriano venait d'annoncer à l'instant dans sa prise de parole, pour nous, c'est la promesse d'une couverture complètement revue et la promesse de pouvoir enfin toucher tous les auditeurs. C'est hyper important pour un service public comme Radio France. Rabi Wadi, puisqu'on parle de 4G, de 5G, peut-être que vous avez quelque chose à nous apporter. Absolument. Donc la 5G, elle a pour but réellement d'améliorer à la fois la latence du point de vue technique et également un plus haut débit. Du point de vue des mobilités, des transports, aujourd'hui on voit très bien qu'il y a une demande très forte en termes de latence réduite. Pour mettre en place ces systèmes hyper sophistiqués que mentionnait Alain Serviel, typiquement ici les véhicules autonomes, que ce soit des véhicules personnels ou des transports publics qui peuvent être basés également sur l'autonomie. On voit beaucoup actuellement ces initiatives de navettes autonomes, typiquement, elles ont besoin d'une connectivité extrêmement fiable et également à très faible latence pour des prises de contrôle à distance potentiellement depuis un poste de commande, surtout quand il s'agit de navettes
autonomes transportant des personnes. Donc là-dessus, la latence, qui est un des points forts de la 5G, typiquement ici un vrai terrain d'expression. Et du point de vue du divertissement, on parlait de Je me l'infotainment. permets de vous couper une petite seconde. La latence entre la 5G et la 4G est vraiment si différente que ça? Alors, on parle de 20 millisecondes en théorie sur la 4G versus 1 milliseconde sur la 5G. Donc là, très clairement, il y a vraiment un avantage indéniable. Je referme ma parenthèse. Et donc également du point de vue des utilisateurs lambda qui ont besoin de se divertir, d'écouter la radio, d'avoir accès à de l'infotainment. Également ici, les débits proposés manifestement plus forts en 5G qu'en 4G vont permettre également on va dire, une émergence plus forte de toutes ces applications qui sont très demandeuses en bande passante. Chez Ericsson, on a le Consumer Lab qui prend la tendance, qui fait des études, et on estime qu'en 2023, on sera avec des besoins de l'ordre de 6 fois plus importants en termes de débit de data qu'aujourd'hui. On le voit très bien également, particulièrement dans le monde de l'infotainment. Je vais me tourner à présent vers vous, Sébastien Kaiser, puisqu'on parle beaucoup de voitures, mais il y a un autre transport en commun qu'on prend énormément, ce sont les trains. Comment justement adapter ce débat au transport ferroviaire? Alors, moi je reformulerai la question parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de voitures autonomes, mais assez peu de mobilité du futur. C'est-à-dire que la mobilité, c'est pas... Vous pensez toujours au coup d'après, en fait, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que la mobilité des personnes, ça se pense sous plusieurs dimensions. On peut avoir déjà une dimension qui est chère à pas mal de gens dans cette salle, qui va être une dimension de fracture numérique, d'aménagement du territoire, de démobilité, de vision interterritoriale. Et ça se pense comme un système de mobilité. Avant de parler d'une technologie, d'une voiture, qu'elle soit autonome ou pas, une voiture, aussi autonome soit-elle, si c'est de l'autosolisme, on aura les mêmes problèmes d'embouteillage, ou alors dans un futur très éloigné, etc. etc. Et il faut penser quelle mobilité de demain, et la mobilité de demain, on la voit comme un système. Dans une vision, vous avez déjà entendu, ça se développe de plus en plus, ce qu'on appelle la mobilité as a service. Et dans la mobilité as a service, là, la connectivité est clé. Elle est clé par son apport de la connaissance et du suivi du client en permanence, dans sa capacité à proposer des modes alternatifs, à personnaliser l'expérience de voyage, dans une logique, comme je viens de le dire, de personnalisation pour la personne, mais aussi dans une logique d'optimisation pour le système. La saturation des villes, par exemple, n'est pas soutenable en l'état. On doit réfléchir à des solutions qui permettent de mieux lisser cette mobilité, et à permettre l'émergence d'économies en dehors des zones hyperdenses. Et c'est là qu'on va penser la mobilité du futur. Quel que soit le médium technologique de déplacement qui va être mis en place, les trains ne sont pas en reste. On a une image d'Épinal qui a tendance à opposer l'innovation de la voiture autonome avec le conservatisme du train. C'est un débat qui est complètement faux. On vit des cycles industriels différents. On répond à des contraintes différentes. Nous, on déplace un village, en gros, en mouvement à 300 km/h. C'est sûr qu'on ne le traite pas comme une voiture qui déplace 5 personnes. Et les technologies et les moyens mis en œuvre ne sont pas les mêmes. Mais ce n'est pas l'objet du débat. L'objet du débat, c'est comment demain, on pense la circulation des biens et des personnes sur un territoire de manière fluide, personnalisée et en même temps optimisée dans une logique système. Et c'est là qu'on va aller chercher des enablers pour faire ça. Et la technologie, et la 5G en particulier, est vue comme un de ces enablers. Non seulement elle va apporter effectivement, comme on l'a dit, plus de capacité, mais elle va surtout apporter, enfin elle promet d'apporter sur l'aspect technologique plus de résilience et une plus faible latence, qui nous permet d'envisager des cas d'usage qu'on n'avait pas jusqu'ici, sur un média radio, sans génie civil, etc. Bon. Mais surtout, la 5G promet aussi de nouveaux modèles de coopération avec l'écosystème. Quand on parle ITS, quand on parle ville intelligente, ville connectée, etc., c'est un écosystème. La question, c'est quels sont les modèles de coopération demain qui vont nous permettre de faire une circulation de la donnée, de l'information et de la réaction à cette information en temps réel et à valeur ajoutée. Jusqu'à la 4G, grosso modo, on avait un modèle de radio qui était orienté ARPU, mass market, etc. Demain, la 5G fait une promesse industrielle. Et derrière, elle promet de nouveaux modes de coopération possibles avec le slicing, avec etc., etc. Et moi, je dis juste, nous sommes ouverts à ça en tant que fournisseur multimodal de mobilité. Nous avons besoin de travailler dans une logique d'écosystème et de s'ouvrir pour permettre le développement de ce modèle multimodal. Donc voilà, pour moi, l'enjeu, il est d'abord là.
Christian Santibanez, vous êtes responsable de l'incubateur MoveLab. C'est quoi MoveLab concrètement? Alors, le MoveLab, c'est le programme d'accélération sur les mobilités de Station F. C'est une joint venture entre le CNPA et VID. Alors, très brièvement, le CNPA, hein, le syndicat principal de la filière automobile aval aujourd'hui en France, 80% de l'industrie qui est représentée, et VID, un corporate venture capital du groupe Mobivia et accélérateur, qui investit aujourd'hui dans des startups qui sont sur des mobilités quotidiennes, durables et intelligentes. La rencontre du coup de ces deux acteurs a donné naissance au MoveLab. Alors quel rôle vous pouvez jouer justement dans ces problèmes de connectivité? Alors nous, je pense que le point de vue que l'on apporterait en tant que programme d'accélération, c'est plus celui d'aujourd'hui. On a 6 startups qui sont Fitcar, Convoicar, Ever, Cocoli, KG Protec et Bénur, qui sont là à côté, hein, sur le plateau aujourd'hui en train de travailler. Si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas à me contacter après. Et ce que l'on peut dire, c'est que ces startups-là aujourd'hui n'ont peut-être pas encore conscience des services que la 5G pourra leur proposer demain, mais ont déjà compris évidemment que la mobilité est en train de changer, que la mobilité devient de plus en plus un service et qu'il faut réfléchir non pas tant au véhicule en lui-même qu'à la manière dont on s'en sert et à tous les services qu'il peut y avoir autour. Alors moi, en plus du MoveLab, j'ai cofondé Autonomie, un événement qui, pour le coup, je vous invite, si vous voulez découvrir l'expérience de la mobilité de demain et la comprendre, allez le voir, hein, c'est ce jeudi et vendredi. Avec Autonomie, on a développé notamment une compréhension de la mobilité autour de 3 angles. Les acteurs qui aujourd'hui permettent de se déplacer, qui développent de nouveaux véhicules. Qui sont-ils? Aujourd'hui, il n'y en a pas un seul qui ne réfléchit pas à son véhicule dès le départ comme étant équipé d'un certain nombre de fonctionnalités connectées. 2, il y a les personnes qui vont bâtir des services autour de ça. Je parlais tout à l'heure de Google Maps, mais si aujourd'hui vous voulez vous déplacer, le meilleur agrégateur d'itinéraire, c'est Citymapper. Et Citymapper ne pourrait pas exister sans avoir accès à un flux de données énorme. Ils sont même allés jusqu'à créer des nouveaux modes de transport. Je vous invite à regarder les expériences qu'ils ont fait à Londres. Lesquelles, par exemple? À Londres, par exemple, ils ont travaillé d'abord en créant un bus, là où ils avaient identifié un manque de lignes de bus. À partir de l'expérience du bus, ils ont fini par créer un service qui aujourd'hui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent, qui est fait de navettes, de vannes d'environ 12 places. Hein, Et c'est un système privé, justement, ou ça a été fait en coopération avec les transports publics à Londres? Alors le bus, oui, c'était fait avec TfL. La navette, non. Justement, pour lui donner une certaine réactivité et capacité à s'adapter au temps réel. Ça fonctionne sur un réseau. Vous prenez un réseau de rues. Au sein de ce réseau de rues, si vous êtes là, vous pouvez activer Citymapper et commander une navette. Cette navette peut vous prendre dans n'importe lequel des points du réseau. C'est pas avec la carte dans Oyster n'importe quel qu'on point. passe comme ça. Pardon? C'est pas avec la carte Oyster, la carte des transports en commun de Londres. Non, tout ça passe par Citymapper, à ma connaissance. Le service a peut-être depuis été mis à jour, hein, mais c'est une expérience pour le coup qui est très documentée et qui est très très intéressante à regarder parce qu'elle parle et elle met le doigt beaucoup sur les problématiques centrales aujourd'hui dans la mobilité dès qu'on en parle comme un service. Et le troisième point qu'on n'a pas évoqué, je crois, jusque-là, c'est celui de l'infrastructure. Aujourd'hui, on le sait, la 5G, principalement, sa promesse la plus forte, c'est de permettre l'IoT, l'Internet des objets. Demain, ça peut aussi vouloir dire des infrastructures connectées en ville qui permettent à de nouveaux services de mobilité de mieux gérer les flux, de mettre fin à la congestion, de se poser la question de la pollution en temps réel, qui sont en fait aujourd'hui les débats centraux du point de vue politique publique, en tout cas pour la mobilité. Alors il y a un débat en fait dans cette manière de parler des transports connectés. Il y a la 5G et il y a la G5. Alors est-ce que vous pouvez, avec vos mots à vous, nous expliquer un petit peu ce que ça vous évoque et comment on peut confronter un petit peu ces deux notions? Mathieu Boval, par exemple? Non, je vous avoue que moi, là, je ne vais pas être extrêmement pertinent. Je vais être très honnête avec vous. Ça ne vous parle pas trop? Non. Aujourd'hui, on se concentre vraiment déjà sur la manière d'arriver à offrir une expérience avec les normes actuelles. Andreas Geis, peut-être, vous allez pouvoir nous en dire un petit peu plus. G5, 5G. Yes, maybe before I say something that Peut-être avant de dire là-dessus, je voudrais peut-être revenir en arrière un peu, parce que ce dont on parlait jusqu'à présent, qui me paraît très important, il me semble que l'ensemble du sujet est sur l'innovation, parce qu'on est au démarrage de quelque chose de très intéressant dans le domaine de la connectivité de la mobilité. Ça veut dire qu'on teste des approches différentes par les fabricants automobiles. Il y a Tesla qui dit on va tout faire avec des capteurs. Ils n'y sont pas encore, sinon le kangourou fonctionnerait toujours. Mais ils vont sur cette voie.
Il y a d'autres fabricants qui disent on va le faire en réseau. Oui, mais l'importance d'avoir une couverture est essentielle. Parce que si on veut le faire que par le réseau, on ne peut conduire en sécurité que là où il y a un réseau et où une fiabilité du réseau, qu'on a également la vitesse et le temps de latence dont on a besoin. Et puis il y a une troisième catégorie qui est la communication véhicule à véhicule. Pas les senseurs, les capteurs, pas le réseau, mais de véhicule à véhicule. C'est là qu'on a aussi une discussion sur G5 ou 5G, parce que tout le monde est d'accord qu'il faut progresser sur les capteurs, tout le monde est d'accord qu'il faut progresser en matière de déploiement du réseau et de s'assurer qu'il est présent partout. Là où il y a des technologies en concurrence, c'est dans différentes bandes de fréquences qu'on appelle 5,9 GHz. Ça, c'est la G5 et la 5G. Mais G5, dans le sens véhicule à véhicule ou véhicule à infrastructure, pas en termes de véhicule au réseau. Et là, je crois qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Et là encore, l'industrie nous propose des approches différentes. C'est pas comme si les constructeurs automobiles nous disent « nous, on veut utiliser le G5 » ou d'autres veulent nous dire « on veut du LTV 2X ». Mais il faut qu'on trouve une solution. Et c'est une discussion qui est difficile. On a essayé de donner un cadre à cette discussion en disant qu'il faut de la sécurité qui soit assurée, la neutralité de la technologie et l'utilisation efficace du spectre dans la bande des 5,9 GHz, les éléments OCPT et ATC pour s'assurer qu'on peut coexister sur la bande et qu'on peut avoir un système qui non seulement évite les interférences, mais peuvent également se parler l'une à l'autre, de sorte qu'on ait une interopérabilité. Donc ça, c'est un vrai défi. On n'y est pas encore. On a une discussion en cours au niveau du spectre, avec le CEPT et avec le niveau d'interopérabilité dans une action déléguée que la Commission étudie également. Ce n'est pas quelque chose de facile et il y a une technologie qui est disponible, une autre qui est presque prête et il faut regarder le moyen terme mais aussi le long terme et s'assurer qu'on prend bien tout cela en considération. Les deux un petit peu des enceintes connectées. Comment est-ce que vous voyez, vous, les partenariats qui sont mis en place entre certains GAFA et certains constructeurs et leurs enceintes connectées ? Pour revenir aux questions d'interopérabilité et justement aussi de villes connectées, d'intelligence connectée, de choses qui vont permettre des parcours d'écoute et des expériences utilisateurs qui soient valables chez vous, dans la voiture, dans un train, dans un avion, dans un espace partagé. On voit bien que les GAFA se positionnent et on sait très bien qu'ils vont avoir envie de prendre position de manière de plus en plus forte dans cette mobilité connectée qu'on évoque depuis tout à l'heure. On sait qu'Apple est déjà présent, on sait qu'Android est déjà présent. On a vu des annonces lors du Mondial de l'Auto avec Google qui prend position extrêmement fortement avec les annonces de Renault qui ont été faites pendant le Mondial. Et on sait qu'Amazon a très envie de faire des choses. On les a vus se déployer avec Ford aux États-Unis et en Europe avec le groupe Volkswagen, si mes souvenirs sont bons. Nous, c'est quelque chose avec lequel on va devoir effectivement composer. C'est quelque chose avec lequel on bosse déjà au quotidien. Pour autant, ça ne doit pas nous empêcher de continuer à réfléchir à notre manière de continuer à préserver notre capacité à diffuser en dehors et en complémentarité avec ce que les GAFA nous permettent de faire. Donc oui, on les regarde, oui, on travaille avec eux, mais oui, il faut absolument préserver également quelque chose qui soit totalement maîtrisable par nous et sur lequel nous puissions proposer une expérience qui soit valable, encore une fois, depuis le départ de chez vous jusqu'à votre arrivée au bureau, quel que soit le moyen de mobilité que vous ayez pris. Et quel que soit le
téléphone mobile que vous ayez dans votre poche, la marque de la voiture que vous conduisez, le modèle du train ou le numéro du train que vous allez Que prendre. tout soit compatible. Voilà, Hmm. exactement. Justement, Monsieur Serval, est-ce que la voiture, finalement, ne va pas devenir un logiciel parmi d'autres? Avec l'accumulation des données, comment est-ce qu'on peut protéger notre vie privée dans le futur? Est-ce que la voiture va savoir où on va, ce qu'on fait, quelles sont nos habitudes, ce qu'on écoute? Ça, c'est un gros problème, justement. À partir du moment où on connecte le véhicule, on risque effectivement d'échanger des données qu'on n'aimerait pas échanger et qui, effectivement, pourraient, à la limite, permettre à certains de pister des véhicules et d'aller faire du piratage sur ces véhicules. Donc en fait, tout ce qui concerne la cybersécurité, bien sûr, pour nous, c'est quelque chose de très Comment vous de y travaillez crucial. justement pour anticiper cette question? On travaille en fait déjà en termes d'architecture embarquée. On a déjà des briques de composants, enfin je ne suis pas très fort en cybersécurité, mais qui vont permettre effectivement d'isoler tout ce qui arrive de l'extérieur par rapport au véhicule. C'est-à-dire ne permettre qu'à certaines données de transiter du véhicule vers l'extérieur. Pour ce qui concerne la technique, je parle, c'est-à-dire tout ce qui pourrait être lié à la mobilité du véhicule. Pour ce qui concerne les occupants, tous les accès à Internet, c'est autre chose. Mais ce qui concerne les données propres au véhicule, là, on a toute une architecture qui permet donc de protéger des firewalls un peu partout, qui permettent de protéger les calculateurs qui sont critiques, tout ce qui est contrôle moteur, système de freinage, système de direction. Bien sûr, on sent bien que ça va être profondément enfoui dans le véhicule pour ne pas être corrompu par quelque chose venant de l'extérieur. Et en termes de piratage, justement, on pense à du piratage volontaire, donc en envoyant des messages erronés au véhicule. Donc je reviens à ce qu'on appelle les fonctions V2X, c'est-à-dire qui permettent d'échanger des données entre véhicules. Donc c'est les communications directes qui ont été évoquées en G5 ou peut-être jusqu'à même en 5G. Une prise du contrôle du véhicule à distance. Alors, le contrôle du véhicule à distance, on peut le faire de manière contrôlée, concertée entre le constructeur et des opérateurs. Par exemple, c'est ce qui pourrait se passer par exemple dans les parkings. Il y a différentes solutions de mise en parking automatique. On part d'un extrême où la voiture connaît tout, connaît le parking et puis se dirige toute seule vers la place de parking. Bon, ça, on n'y croit pas trop, c'est compliqué. Et l'autre extrême, effectivement, c'est la voiture qui rentre dans le parking et qui est prise en main par le parking, qui donc va la suivre, donc avec tout un système de capteurs, et la diriger vers l'emplacement. Donc ça, on le teste dans des projets justement tournant autour de la 5G, dans le projet 5G Car avec Ericsson. Donc il y a un cas d'usage où on va pouvoir piloter le véhicule à distance. Alors pour le coup, là, on met en évidence les problèmes de latence, les problèmes aussi évidemment de fiabilité au niveau de la communication. Voilà, donc dans ce projet-là, pour en parler brièvement, on explore un petit peu tous les avantages que pourrait avoir la 5G pour nous dans le futur. C'est-à-dire les aspects communication directe, qu'on appelle actuellement dans la 4G le LTEV, et les aspects latence, donc pour notamment le parking, c'est tout à fait un bon exemple pour ça. Les aspects débit dans un cas d'usage qui s'appelle le CIFRU. C'est pareil, il n'est pas très réaliste, mais c'est pas grave, c'est pour montrer qu'on peut échanger du débit entre deux véhicules. On a un camion qui masque la route, et donc qui masque notamment des véhicules qui viennent dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, le véhicule qui suit le camion ne voit rien, et on lui offre l'image de ce que voit le camion.
Alors bien sûr, c'est complètement irréaliste, mais c'est pour montrer que en communication directe, on peut échanger des données de ce type-là à haut débit, débit vidéo, quoi, et non comprimé de préférence, puisque derrière ça, le véhicule, lui, va pouvoir prendre ces images-là pour les traiter, faire la détection d'objets, des choses comme ça. Voilà. Donc, et puis aussi, on a le lane merging, donc là où en fait, on a une combinaison de décisions réparties entre les véhicules et l'infrastructure, qui finalement va dire, bah, toi, qui veux entrer dans l'autoroute, bah, tu y vas, tu accélères. Maintenant, tu peux t'insérer, sachant que dans le même temps, on a dit aux véhicules qui étaient dans la voie, eh bien, ralentissez, puisqu'il va y avoir une insertion. Voilà, des choses comme ça. Donc, on est en train de travailler avec Ericsson et d'autres opérateurs, d'autres industriels des telcos là-dessus. Et dernière chose, je voulais dire aussi quand même que sur ces fonctions-là d'aide à la conduite connectée, un élément essentiel, c'est le positionnement. Et le positionnement, il dépend des satellites. Et donc, évidemment, dès que les satellites ne sont pas visibles, dès qu'il y a du brouillage, eh bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de positionnement. Donc, il faut, puisqu'on parle des fréquences, il faut être sûr que ces fréquences-là, propres au satellite, puissent atteindre le véhicule pour lui permettre de se positionner. Et de se synchroniser, d'ailleurs. Rami Wadi, vous voulez peut-être rebondir. Le nom d'Ericsson a été mentionné à quelques reprises dans sa réponse. Bien sûr. Comme vous pouvez le constater, l'écosystème, il est clé ici. On ne peut pas tout seul faire la promotion de la 4G, de la 5G, du G5. Ici, on est vraiment dans un contexte où des acteurs d'un écosystème, qui sont les utilisateurs finaux, que ce soit les automakers, que ce soit les sociétés de transport public, bien évidemment un opérateur au milieu, pourquoi pas, et puis l'équipementier, tous ensemble œuvrent à mettre en place réellement ce que seront les applications de demain. Donc en l'occurrence ici, et je n'étalerai pas plus que cela déjà, l'expérience que l'on a avec PSA dans le projet 5G Car, mais également en 2016 déjà on était précurseur avec Towards 5G, impliquant l'opérateur Orange. Nous sommes également entourés d'acteurs de l'écosystème. Par exemple, je mentionnerai le projet de la RATP, Instatram. C'est un projet, c'est un pilote, un proof of concept, qui là utilise la connectivité pour le flux important de data provenant des caméras de vidéosurveillance. Et là encore, le véhicule connecté, que ce soit un transport public ou un véhicule personnel, remonte des infos quand il s'agit de ces flux vidéo qui sont très importantes. Et là, on parle de quelque chose qu'on n'a pas évoqué, la sécurité et la safety à l'intérieur des véhicules. Nous avons également donc travaillé sur ce projet incluant des partenaires d'un écosystème, que ce soit des grandes sociétés ou des petites PME à la française. Je nommerai ici Tronetic, avec qui nous avons travaillé sur ce dossier. Et puis je mentionnerai également Transdev, où là, dans le cadre de leurs expérimentations de navettes autonomes, donc c'est pour le transport du dernier kilomètre, ce maillage très fin dans des zones très mal desservies, dans des heures creuses, où là, l'opérateur de mobilité qui est Transdev développe une solution de mobilité à la demande sur la base de navettes autonomes, où là encore, la connectivité de ce genre de dispositif de mobilité est cruciale. Et donc là encore, on travaille de concert avec cet acteur-là, incluant également Renault qui fournit les Renault Zoé. Donc tout ça pour vous dire qu'on est un écosystème et que quelque part, le fournisseur qui est Ericsson, fabricant de techno, doit s'entourer et les users également s'appuyer sur des acteurs comme nous pour faire émerger tous ces use cases et finalement faire que le modèle d'affaires puisse finalement prendre très vite en France. Je vous sentais réactif, Sébastien, également à ce que nous disait notre intervenant à l'instant. Non, Allô non, c'est intéressant. Alors, bon, Transdev fait des choses qu'Eolis n'est pas en reste non plus. Mais néanmoins, ce qu'on voit bien, c'est qu'effectivement, on n'y arrivera pas seul. On est ici à la NFR, on est là pour parler de spectre. Sébastien Soriano a dit tout à l'heure qu'on allait ouvrir le 3.5 à la consultation. Ce matin, quelqu'un des SATCOM disait comment on va partager demain le spectre plus intelligemment. Je pense que si on revient sur ce fondamental, qui est cette ressource rare, et qui fait le lien de cette connectivité ambiante, de cet éther, c'est une question cruciale. C'est une question cruciale parce qu'il n'y aura jamais assez de spectre pour tout le monde pour faire ça bien.
Et il va falloir qu'on apprenne à partager. Mais à partager sous peut-être d'autres modèles de coopération. Et j'insiste sur ce point, et on le voit là, tu citais Transdev, bon, je préfère quand tu cites Keolis, mais c'est pas grave. Demain, on va avoir besoin d'échanger des informations, on va avoir besoin de partager probablement des usages à travers des réseaux de type 5G qui nous promettent au sein d'une même infrastructure, d'être multiservices. Et c'est une grande question pour des industriels qui ont une logique d'investissement, que ce soit les opérateurs ou nous, qui ont des logiques d'investissement. C'est est-ce que demain, finalement, nous, on se retrouve plutôt à souscrire à des services qu'à acheter de l'infrastructure. Dit autrement, dans une logique de Smart City demain, la belle utopie de la Smart City où tout est régulé, automatisé, partagé, il faut quand même rappeler qu'elle va se développer à travers des investissements privés qui vont essentiellement aller chercher leur rendement. Et comment on va résoudre demain cette dichotomie entre une somme d'investissements privés répondant à des intérêts particuliers et une circulation de l'information répondant à une logique de bien commun. Et des éléments technologiques comme la 5G qui arrivent avec des notions de slicing et autres commencent à mettre sur la table des premiers faisceaux de réponses. On ne connaît pas les business models qui s'adresseront aux industriels. Mais on sait que technologiquement, il y a peut-être des choses qui vont nous permettre de poser cette question et de la traiter. Et ça, c'est vraiment, je pense, absolument clé dans le développement de ce qu'on appelle la mobilité de demain. Christian Santimanez, quel rôle vous pouvez jouer, puisqu'on parlait de spectre à l'instant, dans les problématiques de connectivité, notamment les besoins de spectre pour les véhicules autonomes? Le véhicule. Allô? Ouais, c'est bon. Je ne suis pas sûr de totalement comprendre votre question, mais si je comprends bien la question du rôle des fréquences dans l'émergence du véhicule autonome, la réponse est simple, il n'y aura pas de véhicule autonome sans 5G. Le niveau de sécurité nécessaire pour qu'un véhicule autonome puisse circuler sur les routes en tenant ses promesses, plus les informations qu'il va échanger, plus la possibilité, comme mentionné mon collègue ici à ma droite, que des infrastructures prennent le relais sur les commandes d'un véhicule. Il y a aussi eu des expérimentations dans des péages qui ont été menés par Vinci ou autres. Tout ça, ça n'existe pas s'il n'y a pas de communication sans fil et à haut débit et avec une faible latence. Voilà. Donc on parle des voitures là. Je voudrais qu'on revienne au train justement. Dans un avenir proche, est-ce que la SNCF va faire tout ça elle-même, son propre réseau, ses propres fréquences, jusqu'où on peut imaginer que vous alliez? C'est une question à plusieurs étages. Vous avez le temps. Non, je vais essayer d'être synthétique. La première chose, c'est que jusqu'ici, les technologies radio ne nous permettaient pas d'évaluer un autre modèle que d'être nous-mêmes propriétaires et exploitants d'une infrastructure pour des raisons critiques. On a ce débat régulièrement. Ce n'est pas demain parce que la 5G permettrait d'autres modèles de coopération qu'au niveau juridique, qu'au niveau organisationnel, on est prêt à franchir le pas. Mais néanmoins, ce que vous dit la 5G, c'est qu'on peut poser le débat sur la table et en toute froideur, on va dire, commencer à évaluer pour la première fois le make or buy, quoi, on va dire, si je le fais vulgairement. Néanmoins, au-delà de ça, si on exclut les sujets purement critiques, où je pense, de toute façon, il y a des choses qui relèvent du core business d'une entreprise. La nôtre, c'est de faire circuler des voyageurs, pas seulement dans le train, mais beaucoup dans le train, en toute sécurité. Donc, ça fait partie de notre ADN. Il y a aussi toute une couche de services qui sont liés à l'efficience, ou au rendement, ou simplement à la commodité pour nos voyageurs. Quel est le point aujourd'hui d'aller le mettre en place nous-mêmes versus la capacité à souscrire des services dans le monde télécom qui nous permet une chose, qui nous permet d'avancer à la même vitesse que la technologie et les professionnels de ce secteur avancent. Puisque une entreprise comme la nôtre, c'est une entreprise du temps long. Le ferroviaire, c'est du temps long. Les télécoms, pour nous, c'est du temps assez rapide. Ce n'est pas le temps digital, mais enfin, c'est déjà beaucoup plus rapide. Il se trouve que chaque fois que nous, on essaye d'aller au même rythme que les attentes clients sur les aspects digitaux, on se retrouve vite coincé à des tectoniques liées à la culture et à l'organisation du temps long versus le temps très court.
Et ces modèles de coopération, demain, que j'appelle à étudier avec moi, n'hésitez pas à me solliciter, nous permettraient peut-être de réduire cet écart et de fournir des services toujours en accord sur leur temps. Juste un point, aujourd'hui, des trains automatiques, donc pas autonomes, mais automatiques, ça arrive. On va avoir la EolNext, donc le prolongement de la ligne E du RER qui va passer en mode automatique à horizon, alors je n'ai pas le planning exactement en tête, mais 2020-2022, type c'est du CBTC, sur des technos 5.9, comme mes homologues de la RATP ont déjà. Et on a aussi une politique de développement du train autonome. Donc le train autonome, c'est pas automatique, c'est vraiment, il est autonome, avec un premier calendrier, des essais qui ont déjà cours, et en collaboration notamment avec la Deutsche Bahn. Et on va probablement sortir un train autonome d'ici 2022, avec les mêmes prudences que fait preuve le monde de l'automobile autour de qu'est-ce qu'on lui fait faire à cette partie autonome. Alors justement, comment vous gérez les contraintes de sécurité? Alors, gérer les contraintes de sécurité, c'est notre ADN. Donc, dans le ferroviaire, on est un peu comme dans le nucléaire. Par défaut, c'est en panne. Au moindre incident, ça s'arrête et les gens sont sécurisés. Donc, on le maintient en marche. Il faut vraiment voir ça. Après, les nouvelles la mobilité du futur, ça pose des questions intéressantes. Par exemple, ça va être les zones d'interconnexion, de croisement. Un passage à niveau connecté, demain, c'est quoi? Entre un train autonome et une voiture autonome ou un car autonome sur un passage à niveau autonome. Comment ça cohabite? Qui parle? Qui a priorité sur quoi? Ce sont vraiment des débats. Andreas disait, on vit une époque, un voyage formidable et on n'est qu'au début. On est au cœur de ces questions. Au moment où ces différentes mobilités sur des différentes technologies, peut-être, je ne sais pas, se rencontrent et doivent coopérer. Geiss, quelles sont les principales difficultés dans le processus actuel pour harmoniser les fréquences entre le ferroviaire et la route? So, yeah. Je suis aussi président du comité de régulation du spectre où on réunit les pays membres pour voir comment on utilise le spectre. Alors, quels sont les défis? Je crois tout d'abord, quand on parle de mobilité, on parle aussi de liberté de mouvement, des biens, des services, des gens. Et par conséquent, nous avons une relation très étroite avec les principes de l'Union européenne qui ont donné beaucoup lieu à des discussions récemment, mais qui vont en prendre de plus en plus. Mais je crois qu'il faut noter que travailler ensemble est essentiel, ça a une très grande importance pour que ça puisse marcher. Parce qu'évidemment, on peut trouver des technologies qui marchent en France, en Belgique, etc. Mais les trains, ils vont plus loin. Donc, ils peuvent aller plus loin également que la frontière. Ce qui est typique quand on parle de mobilité. Donc, il est très important que même si nous avons des spécificités nationales, il faut également être prêt à travailler ensemble au niveau européen parce qu'au bout du compte, on en bénéficie tous. Et ce qui a été fait dans une décision récente, et Sébastien en a parlé, et on a des systèmes à courte portée, et c'est très difficile parce qu'il y a véritablement des usages très différents. Mais il faut également voir que grâce au bon soutien de la NFR, nous essayons de réunir l'ensemble des partis pour dire, bien oui, c'est ça qu'on voudrait, c'est notre demande. Mais si on se serre tous un petit peu, on peut peut-être tous en tirer quelque chose. Et c'est ça qui revient. Et je crois que c'est quelque chose sur quoi il faut revenir indéfiniment pour essayer que tout cela se produise. Très récemment, nous avons fait une demande au CEPT sur le rail
où nous attendons également de voir quels sont les besoins, quelles sont les bandes de fréquences, et que si on trouve quelque chose, si on arrive à quelque chose, il faut s'harmoniser, et de façon qu'on puisse assurer que le service dont on a besoin pour la mobilité fonctionne bien. Donc c'est le message important que je voudrais faire passer, c'est qu'on a besoin que le travail vienne à tous les niveaux, au niveau national, mais qu'on a besoin également des coopérations pour réunir tout cela, et de telle sorte qu'au bout du compte, on arrive à fonctionner ensemble, parce qu'on aura perdu les frontières physiques en Europe. Il faut s'assurer qu'on n'ait pas des frontières technologiques pour les services. Il y a quelque chose dont nous, les médias, on parle de plus en plus parce que ça fait rêver, c'est l'hyperloop. Et c'est un sujet que vous connaissez plutôt bien, je pense, Christian. Oui, alors... Allô? Oui. Oui, pour le coup, je fais partie des contributeurs de l'Hyperloop. Donc, je travaille plus spécifiquement sur les liens entre Hyperloop et ville. Là, on va rappeler ce que c'est très brièvement. C'est un train ultra rapide. Alors, ce n'est pas un train. Typiquement, on est plutôt dans un 5e mode de transport nouveau qui va puiser aussi bien dans nos technologies qui relèvent de l'aérospatiale que de l'aéronautique, que du rail, mais aussi dans les matériaux connectés. En bref, des tubes dans lesquels on fait le vide, on met une capsule, la capsule lévite sur des aimants, et à partir du moment où c'est le vide, il n'y a pas donc de résistance, elle peut atteindre des vitesses théoriques de 1400 km/h. La première capsule taille réelle a été dévoilée au public d'ailleurs il y a à peine quelques semaines. Je vous invite, elle s'appelle Kintero One. Je vous invite à la regarder sur internet si vous êtes curieux. Quand on parle d'Hyperloop, là on change on rejoint beaucoup de discussions que l'on a là, parce qu'on a dans la technologie elle-même, on a intégré dans des tubes par exemple d'un matériau qui s'appelle le vibranium, qui est un matériau connecté et sensible également, qui est capable du coup de sentir en temps réel les conditions atmosphériques à l'intérieur du tube pour s'assurer qu'il y a de la sécurité. On a travaillé aussi avec des partenaires du monde du rail pour justement s'assurer qu'en cas de danger, on pouvait tout de suite et très rapidement évacuer les passagers. La première ligne commerciale devrait être prête d'ici 2020 et présentée à Abu Dhabi. Et puis c'est une solution également sur laquelle il y a un centre de recherche dans le sud de la France, à Toulouse. Voilà. Et ces lignes dont vous parlez, on pourrait les voir quand et entre quelle ville et quelle ville? Faites-nous rêver un petit peu là. Alors, d'abord la vitesse théorique. Est-ce que ça se fait uniquement sur la Terre? Est-ce que ça peut passer sous la mer? Alors, moi je parle à l'heure actuelle, en tout cas pour Hyperloop Transportation Technologies, les lignes que l'on est en train d'évaluer. Donc la première, je viens de l'évoquer, c'est Abu Dhabi. Et une autre ville qui n'est pas Dubaï, pour le coup. Ne vous faites pas avoir par ce qui est dit parfois par là. Les autres lignes qu'on est en train d'évaluer, elles sont toutes terrestres. On n'a pas encore attaqué traverser l'océan. En Europe? En Europe, évidemment. Je ne peux pas vous donner d'autres précisions, parce que pour l'instant, il n'y a pas de... On a signé récemment des accords avec l'Ukraine. On a également signé des accords avec la Chine. Voilà. Merci pour toutes vos précisions. J'aimerais, si vous avez des questions, vous dans la salle, qu'on fasse passer peut-être un micro. Est-ce que certains ont des questions? Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade dans la salle ou si je descends, vous le posez. Non, je vais descendre. Je vois qu'il n'y a pas de micro qui se balade. Tiens, un micro qui passe là. Julien, il y a un micro qui arrive, je pense. Il y a un micro qui arrive. Une question simple à Alain Servel sur l'interconnexion des véhicules. Est-ce que ce sera une norme constructeur ou une norme acceptée par l'ensemble des constructeurs? Les normes existent déjà. Donc, pour ce qui concerne les communications entre les véhicules, en fait, depuis 2010, on va dire, l'ETSI a été mandaté pour travailler sur les normes des différentes couches de la pile ITS, donc en partant des couches facilities, couches réseau et couches access, justement pour que tous les constructeurs respectent ces mêmes normes, pour évidemment que les systèmes soient interopérables. Donc ça, on l'a montré au sein de différents projets depuis ces années-là.
hein. Et donc on sait, on démontre qu'on échange correctement des données entre véhicules de manière sécurisée, donc avec en plus la partie sécurité, donc, qui consiste à authentifier les messages pour justement savoir d'où ils viennent, de qui ils viennent. Et puis donc après, il y a la couche access, où là, il y a le débat entre les différentes technologies d'accès. Donc nous, on a testé depuis 2009 avec en France le projet SCOREF, la technologie G5. Et puis maintenant, on s'intéresse plutôt à la 5G, parce qu'on pense que en fait, c'est une technologie intégrée, c'est-à-dire une communication directe qu'on va avoir entre véhicules, vont aussi permettre des communications hybridées par le réseau, si par exemple il y a une défaillance ou disons des problèmes de propagation en direct entre véhicules. Donc on pense que, étant dans un système homogène, donc la 5G, on aura sans doute plus d'efficacité qu'un système hétérogène, comme le serait le G5 d'un côté, et donc le système 5G de l'autre, l'écosystème 5G de l'autre. Donc depuis 2017, on est dans différents projets autour de la 5G, donc j'ai dit 5G car, mais il y a aussi Concordat, qui concerne plutôt des communications, donc, enfin des fonctions d'aide à la conduite entre véhicules, mais cette fois-ci transborder, c'est-à-dire on se questionne sur le fonctionnement du système en termes de continuité de communication lorsqu'on passe les frontières, quand on change d'opérateur, sur des cas d'usage qui peuvent être critiques, du type de l'autre côté de la frontière, il y a un accident, il y a un véhicule qui dit qu'il est en pleine voie, arrêté, etc. Puis on arrive derrière avant la frontière, et il faut évidemment qu'on ait cette info de manière assez rapide, sans latence importante. Bon, on n'a pas besoin de la milliseconde pour ça, mais il faudrait éviter d'avoir la dizaine de secondes en termes de latence. Voilà. Donc il faut, ça on le fait dans Concordat, puis il va y avoir une prolongation de 5G car, qui s'appelle 5G Croco, c'est ça, hein, c'est bien l'acronyme, qui va justement continuer dans cette voie, travailler aussi sur ce qu'on appelle le MEC, Mobile Edge Computing, qui nous permet de rapatrier des applications le plus près possible des véhicules, c'est-à-dire dans la cellule. Et de cette manière-là, on est toujours donc dans une communication de type V2N, 2V éventuellement, mais justement en passant par le réseau et non pas en communication directe. Voilà. Est-ce qu'il y a une deuxième question dans la salle? Oui, je vois quelqu'un. Oui, bonjour. On a pas mal parlé du train, de la voiture, un peu de l'avion. Fin de matinée, il y a eu autour du spatial. Au niveau du transport fluvial et maritime, est-ce qu'il y a peut-être au niveau d'Ericsson, il y a des projets là-dessus, mais du coup, je m'adresse, je ne sais pas qui pourrait nous éclairer là-dessus, parce que ça répond aussi quand même à des usages en ville. Il y a eu un projet avec la Seine, là, je ne sais plus si ça a été avorté, la bulle, là, voilà. Donc voilà, question. Merci. Alors effectivement, on a dans le monde maritime une implication très forte de la connectivité. Le monde maritime est un monde aussi de logistique, donc les containers connectés et également la gestion des ports aujourd'hui fait l'objet d'une approche très poussée, très pointue en termes de connectivité. Ce qu'on voit émerger, c'est aujourd'hui des initiatives en LTE privé, donc la 4G privée, mais qui est évolutive vers la 5G. Et aujourd'hui, des initiatives en Europe, telles que le port de Rotterdam, implémentent la 4G privée, évolutive 5G, qui n'est pas antinomique d'ailleurs avec la 5G. La 4G privée et la 5G sont en soi une évolution. Et il n'y a pas aujourd'hui d'opposition entre private LTE d'un côté et 5G de l'autre, mais plus une fondation aujourd'hui que peuvent créer aujourd'hui des acteurs tels que le port de Rotterdam avec un réseau 4G privé qui, du point de vue de sa constitution, est évolutif vers la 5G. Et donc, en cela, aujourd'hui, beaucoup se préparent à mettre en place de la 5G. Donc, dans ce monde maritime en particulier, donc le port de Rotterdam, et puis dans le monde également des containers connectés et de la gestion des flottes de containers, Ericsson met en place une solution plutôt dans les couches applicatives hautes,
avec notre offering Connected Vessel Cloud, qui permet de connecter les vaisseaux, les bateaux, et donc traquer les contenus de chaque container et dans toute la chaîne de transmission, s'assurer que tout est OK. Donc surtout, j'insiste, pas d'antinomie entre LTE privé, qui fait l'objet aujourd'hui d'une approche très poussée, beaucoup d'industriels la demandent et en ont un besoin urgent, et la 5G qui arrive à échéance 2020. Aujourd'hui, cette transition est possible. Et donc, avec l'ouverture des fréquences prévues par l'ARCEP et le guichet qui va bientôt ouvrir, nous allons nous retrouver avec des acteurs qui déploieront du LTE privé, qui sera la base, la fondation pour la 5G dans le futur proche. Question, je voyais que vous réagissiez également pendant la question de monsieur. Un petit mot peut-être à ajouter? J'aurais pas grand-chose de plus à ajouter pour le coup. Je sais que c'est un sujet aujourd'hui qui est exploré. J'ai eu vent d'expérimentation sur des questions de bateaux autonomes, par exemple, qui pourraient changer beaucoup les structures de coûts aujourd'hui dans l'industrie maritime, mais pour le coup, je n'aurai pas de présentation plus complète du sujet. Y a-t-il une troisième question? Je vais en haut. Bonjour, je voudrais poser une question sur la cybersécurité dans les voitures autonomes, donc aussi bien dans la prise de contrôle du véhicule que la protection des données de consommation des conducteurs. Est-ce que la blockchain a un rôle à jouer dans cette protection, et est-ce que l'application de la 5G aux voitures autonomes prend en compte la blockchain? Qui se lance? Est-ce que quelqu'un se sent d'attaque pour y répondre? On parlera de blockchain un petit peu plus tard dans l'après-midi, okay, dans la 4e table ronde, donc je vous invite à retenter dans quelques instants. Est-ce que quelqu'un d'autre se lance pour avoir plus de détails sur cette table ronde? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Mais écoutez, ça va faire... Ah, je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Bonjour monsieur, Christophe Voy, ministère de l'Intérieur. Ce matin, on a beaucoup parlé de partage de spectre, d'harmonisation des fréquences, ça c'est certain. Un opérateur de satellite nous dit qu'il faut le préserver au regard des investissements qui sont consentis dans cette entreprise. Et donc, lui a vraiment besoin d'être garanti de fréquences disponibles. Alors, j'aurais une question pour M. Kaiser. Comment un opérateur tel que vous, enfin, comment la SNCF voit-elle le partage idéal du spectre, et comment une entreprise, encore une fois, aussi critique, aussi sensible que la vôtre, notamment au regard des investissements, peut-elle accepter de dépendre des autres et de n'être vue comme un client que comme un client comme un autre, alors que les investissements peuvent être également colossaux dans votre secteur et qu'ils reposent, pour le coup, et vous l'avez rappelé, vraiment sur votre cœur de métier et sur la sécurité? Merci de cette question très simple à répondre en quelques mots. Au nom du ministère de l'Intérieur, avec qui j'ai pas mal d'échanges sur ces sujets en ce moment. Je pense qu'il faut effectivement avoir une lecture un peu froide de la situation. Il y a des choses qui sont très critiques et qui vont être difficiles à déléguer, et d'autres qui le sont moins. Et on en parlait avec Andreas tout à l'heure, on a au niveau européen un travail qui est remarquablement bien mené pour le futur des systèmes de télécommunications ferroviaires. Mais ça s'inscrit sur un calendrier long, sur lequel les modèles d'investissement n'ont pas encore été statués, puisqu'on est déjà en train de travailler sur les modèles d'usage. Et qu'en attendant, il y a une phase de transition qu'il va falloir combler, avec des besoins à fournir, à répondre, alors que ce soit des choses du style les besoins clients, où là on peut assez simplement s'imaginer souscrire une partie des services avec des opérateurs, jusqu'à des choses un peu plus sensibles, comme par exemple de la vidéoprotection. Quels sont les modèles qu'on va mettre en place dans un premier temps, transitoirement ou en cible. Et puis ensuite on va parler des sujets critiques. Mais je pense qu'il faut le faire avec froideur et raison sur cette analyse. Après,
C'est toujours une question de confiance finalement dans les modèles. Au bout du bout, c'est quelle confiance on prend l'un et l'autre, un partenaire et moi-même, à tenir tel ou tel SLA. Par exemple, le GSMR, qui est notre réseau radio le plus critique, est un PPP aujourd'hui. Donc on a déjà des modèles contractuels qui établissent, qui formalisent juridiquement une forme de confiance pour ces sujets-là. Est-ce que demain, c'est le PPP, le modèle à généraliser sur le sujet? Je ne sais pas. Mais c'est pas comme s'il était que in-house, quoi, déjà. Il y a une différence ici fondamentale entre posséder la fréquence et posséder le réseau qui l'exploite. Il y a beaucoup de degrés qu'il faut aller chercher. Peut-être on veut s'assurer de posséder la fréquence pour sanctuariser son usage. Et peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de posséder en propre le réseau qui l'exploite. Ou peut-être que si. Mais je pense que ça, c'est vraiment des réflexions qui aujourd'hui sont étudiées. Et je vous dis, moi, je n'ai aucune autre conviction que celle de vouloir étudier en toute froideur sur l'ensemble de ces dimensions. Et ce sera le mot de la fin, puisque ça va faire 1 heure que nous sommes sur cette scène. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions, à toutes leurs questions également. C'était très intéressant. On a eu beaucoup de choses encore à se dire. Merci beaucoup. Je vais vous inviter à regagner votre place.